On en vient ce soir au dossier du 20h BFM. Faut-il organiser en France un référendum sur l'immigration? Vous demandez donc votre avis sur la question. On l'a encore vu ce week-end, l'Europe connaît une poussée des partis anti-immigration. En France, on va en parler, en Allemagne, au Royaume-Uni également. Démonstration de force, notamment de l'extrême droite dans les rues de Londres, ça donnait ça. Du côté du Royaume-Uni ce week-end, il y a eu ces manifs monstres à Londres, manifs anti-immigration. Manifestation qui a réuni entre 110 et 150 000 personnes selon la police. They have underestimated us for so long. They need to stop illegal migration into this country. Losing our voice. Je suis fier d'être au milieu de ce peuple anglais qui se révolte, de ce peuple anglais qui ne veut pas mourir. Et la thématique de l'immigration fait partie des 5 sujets prioritaires de préoccupation des Britanniques comme des Français. C'est bien d'être fier de son pays, c'est bien de vouloir défendre son identité. On n'arrive pas forcément à descendre dans la rue sur ces sujets-là, mais pourquoi pas? Je pense qu'on devrait faire la même chose en France. Et plus encore, on voit bien qu'on commence à être un peu dépassé par la situation. Et tout ça au moment où une pétition lancée par Philippe de Villiers atteint quasiment 1 million de signataires. Pétition en faveur d'un référendum pour lancer un référendum sur l'immigration. Les manifestations de Londres pourraient-elles se dupliquer en France? La France doit-elle organiser un référendum sur l'immigration? L'idée est portée notamment par une pétition, on le disait, lancée par Philippe de Villiers. On va en parler avec vous, Guillaume Larrivé. Bonsoir, merci d'être là. Vice-président du Parti Les Républicains, auteur de L'immigration, l'heure de la décision, ça sort dans 2 jours. Je ne me trompe pas. C'est aux éditions de l'Observatoire. François Gémen avec nous. Bonsoir François. Bonsoir. Chercheur en géopolitique, enseignant à Sciences Po et auteur, j'ai retrouvé notamment de « C'est quoi l'immigration ?» Ça c'est pour les adolescents, ça. Absolument, absolument. Ouais, mais c'est pas mal aussi, ça commence tôt. Et Didier François avec nous. Bonsoir Didier. Le dernier adolescent. Notre éditorialiste international. D'abord Londres, on voyait les images, Guillaume Larrivé. Près de 150 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale. Au départ pour la liberté d'expression, à l'arrivée beaucoup contre l'immigration. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette manif? Écoutez, chaque pays a sa culture et a son histoire singulière. Ce que je comprends, c'est qu'il y a dans de très nombreux pays européens, dont la France, une aspiration puissante des peuples qui expriment une inquiétude et qui expriment une volonté. Et cette volonté, c'est de reprendre le contrôle sur des flux d'immigration qui ne sont pas maîtrisés. Et cette préoccupation, je la partage. Alors chacun avec son style, avec ses mots. Mais et avec le vocabulaire, il y a des mots qu'on a entendus à Londres, on parle d'invasion. Je partage cette préoccupation. Ensuite, comme responsable politique, je m'exprime. Vous avez eu la gentillesse de dire que je sors un livre préfacé d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, par Bruno Retailleau, demain ou après-demain. Ma conviction, c'est qu'il y a des choses à faire à très court terme. Parce que telle qu'elle s'est déroulée, l'immigration aujourd'hui n'est plus une chance pour la France, telle qu'elle s'est déroulée. Donc il y a des choses à court terme qu'on doit faire pour serrer un certain nombre de vis. Et on a commencé, depuis que Bruno Retailleau est à Beauvau depuis 1 an, par exemple, on a baissé de 34% le nombre des régularisations. Donc il y a des choses à faire à court terme. Mais surtout, il y a la nécessité, c'est ce que j'appelle l'heure de la décision, il y a la nécessité de redéfinir totalement le cadre de cette politique d'immigration, et ça passera, je le dis depuis 15 ans, ça passera, oui, par un référendum. D'abord, un référendum constitutionnel pour redéfinir le cadre de cette politique, et ensuite, sans doute, d'autres référendums. On parlera du référendum parce que vous avez plusieurs référendums sur des questions très précises. Je pense à l'accès des ressortissants étrangers aux prestations familiales, par exemple. Je pense aux conditions de la rétention. On reparlera du référendum, Guillaume Larrivé, parce que vous faites partie de ceux qui ont signé la pétition de Philippe de Villiers. Non, parce que je ne signe pas une pétition dont je ne connais pas le contenu précis. Je ne sais pas le référendum sur quoi il le propose, mais surtout j'écris un livre et je plaide dans le débat public depuis 15 ans pour qu'on organise un tel référendum. Il me semblait que vous aviez signé. Juste une chose, soit nécessaire, Didier François, on arrive à dire qui manifestait, qui défilait à Londres? Oui, on y arrive. On sait qui a lancé le mouvement. C'est un mouvement extrêmement particulier. D'abord, c'est la première fois qu'il y a une manifestation aussi massive, venant plutôt à l'appel, à l'origine de ce qui était un groupe d'extrême droite devenu populiste. C'est assez étonnant comme mouvement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 70-80, il y avait un mouvement qui s'appelait les Root Boys. Et qui était un peu... il y avait un film qui avait été fait où on voyait un jeune skinhead
qui devenait le Rudy, donc le gars qui organisait les concerts des Clash, qui eux étaient pourtant très antiracistes, et qui lui-même était dans une espèce de logique entre hooliganisme, rejet, etc. On est un peu dans un mouvement qui a évolué, qui est parti de là, comme l'année dernière, ça a commencé en 2022 en Irlande. Donc on a un mouvement qui est très britannique dans sa forme, avec des extraits masculins, très jeunes, moins de 35 ans, à 70%, beaucoup de chômeurs, et qui sont en compétition directe avec le coût aujourd'hui qu'ils voient de ce qu'on appelle les migrants qui sont installés dans les hôtels. Voilà, vous savez et il y a eu pas mal de manifestations. Et en fait, là, au pied de ces hôtels qui hébergent des demandeurs d'asile. Parce que ça coûte à peu près 5 milliards 4 par an à la Grande-Bretagne. Et il y a toute une classe ouvrière et une partie de l'immigration ancienne qui se trouve en compétition avec ces jeunes migrants qui arrivent et qui sont installés dans ces hôtels et qui se disent attention. Attention, parce que nous, on a du mal à vivre, on se sent pas, on nous aide plus pour les aider eux. Et c'est là-dessus qu'a réussi finalement à partir, la mayonnaise a prise, alors qu'à l'origine, le mouvement qui avait appelé à cette manifestation, il faisait des rassemblements de 300 à 3000 personnes. C'était rien du tout. Justement, François Gémen, qu'est-ce qui fait que là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Didier François avec son analyse, mais qu'est-ce qui fait que soudainement, ils sont 150 000 ? Je pense qu'effectivement, ça parvient à agréger beaucoup de colère, populiste évidemment, mais aussi un réel ressentiment, un sentiment de déclassement d'une classe populaire qui effectivement a l'impression qu'on peut en faire plus pour des migrants. Et le fait qu'ils soient à l'hôtel, quand on dit être à l'hôtel, pour beaucoup de gens, les gens s'imaginent qu'ils sont dans des palaces 5 étoiles. La réalité, c'est qu'ils sont dans des hôtels miteux, bon marché, simplement parce qu'on n'a pas mis suffisamment de capacité d'hébergement. C'est un problème qu'on a en France aussi, où certains migrants sont hébergés dans des hôtels, et effectivement, ça coûte cher parce qu'on n'a pas suffisamment de capacité d'hébergement chez les marchands de sommeil. Absolument. Et donc, on a effectivement, chez une partie des gens, et c'est un sentiment qui est parfaitement légitime et que je peux comprendre, ce sentiment de déclassement par rapport au fait qu'on va devoir dépenser de l'argent pour d'autres dont on va considérer la présence illégitime sur le territoire. En réalité, le fond du problème, c'est un sous-investissement dans des politiques d'intégration qui font qu'on n'a pas suffisamment de capacité en termes de logement, qu'on n'a pas suffisamment investi dans des cours de langue, etc. et qu'on a le sentiment, effectivement, de deux populations qui finissent par vivre côte à côte sans s'intégrer l'une à l'autre. Oui, côte à côte, voire face à face. Je voudrais qu'on aille voir Laura Calmus du côté de Londres. Laura, notre correspondante, pour aller plus loin dans le contexte, parce qu'il y a un contexte de manifestations parfois violentes, notamment qui se sont déroulées l'été dernier, justement au pied de ces hôtels où logent les demandeurs d'asile. Exactement, tout a commencé en juillet dernier à Epping. C'est une petite ville qui se trouve au nord-est de Londres. Un demandeur d'asile y est arrêté pour agression sexuelle. Il a d'ailleurs depuis été condamné. Alors très vite, les habitants d'Epping se sont rassemblés devant l'hôtel pour migrants, l'hôtel qui l'hébergeait, et ont demandé la fermeture de cet hôtel. Alors ces rassemblements se sont très vite transformés en violence et se sont propagés un peu partout dans le pays. Il y a eu ces rassemblements, ces violences également devant les hôtels pour migrants. Alors bien sûr, ces manifestations, on l'a vu par exemple samedi, elles ont aussi été portées par des partis politiques, par exemple par Nigel Farage avec le parti Reform UK, ou alors par des figures anti-immigration comme Tommy Robinson. C'est d'ailleurs lui qui a organisé la manifestation de samedi. Alors c'est un contexte très tendu et c'est dans ce contexte-là que Donald Trump viendra demain à Londres. Il va voir le roi Charles III à Windsor, mais aussi Keir Starmer dans sa résidence de campagne à Chequers. À noter qu'il ne viendra pas à Londres, sans doute peut-être pour éviter des manifestations d'ailleurs qui sont prévues contre sa venue, et peut-être aussi par défi sécuritaire. Merci beaucoup Laura Calmus. C'est qui Tommy Robinson, Elsa Vidal? On vient de le voir, hein. C'est lui qui a organisé notamment cette manif. Oui, c'est un leader notamment de ces mouvements que Didier François décrivait très justement, à la fois de revendication pour les jeunes hommes blancs déclassés, qui a été emprisonné, qui a été relâché et qui attend peut-être un retour en prison puisqu'il a refusé de donner à la police les informations contenues dans son téléphone portable. Ancien hooligan, déjà condamné 4 fois. Absolument, et que les États-Unis voulaient voir relâché
relâcher aussi dans leur harangue pour la liberté Parce qu'il est d'expression en soutenu par Europe. Musk aujourd'hui. Oui, absolument. On l'entendra, Musk, pardon, Didier, je vous Bien coupe, sûr. on l'entendra dans un instant, Tommy Robinson, non, Elon Musk, mais simplement pour faire le lien, on avait l'exemple londonien là ce week-end qui donne des idées à certains. On a vu Sarah Knafo, par exemple, pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, dire et demain, la même chose en France. Est-ce que vous imaginez, Guillaume Larrivé, qu'un mouvement comme celui-là puisse naître aussi chez nous? Et est-ce que vous l'appelez de vos voeux? Moi, je n'appelle jamais au désordre. Mais je respecte l'expression d'une révolte populaire, d'une colère populaire. Parce qu'il y a une réalité qui est vécue par les gens. La pire erreur, ça serait de prendre ça de haut, de dire c'est juste un truc instrumentalisé par Musk, par machin. Non, il y a une aspiration profonde au sein du peuple français pour que les élites, entre guillemets, les responsables, s'occupent vraiment de ce sujet. Dans le département de Lyon, dont j'ai été élu député pendant 10 ans, je regardais les chiffres récemment, 23% des logements sociaux sont occupés par des personnes immigrées, au sens de l'INSEE. Alors que les personnes immigrées, au sens de l'INSEE, c'est 8% de la population. Bon. Les gens... ils voient cette réalité, ils comprennent qu'on a un sujet. Monsieur disait tout à l'heure, il n'y a pas assez de politique d'intégration. La meilleure politique d'intégration, c'est d'abord de réduire les flux d'entrée. Les flux d'entrée qui ont considérablement augmenté dans les 20 dernières années. Voilà une réalité. Donc il faut vraiment qu'au plan des politiques publiques, il y ait des boulons qui soient resserrés. C'est ce qu'essaie de faire dans la mesure des moyens dont il dispose le ministre de l'Intérieur depuis un an. Mais ça supposera aussi, et c'est vraiment le sens de mon intervention ce soir sur votre plateau, ça supposera aussi que de manière très calme, très sérieuse, mais très déterminée, on change énormément le cadre juridique. On a besoin de modifications d'ordre constitutionnel pour que la voix des Français puisse être mieux entendue. On parlera du référendum dans sujet. une seconde. Je voudrais juste donner un exemple, donner un exemple très concret. Cet été, vous avez une décision du Conseil constitutionnel au mois d'août qui a annulé une loi qui avait été votée par les Républicains, par Horizon, par Renaissance, par le MoDem, par le Rassemblement national. Une loi qui avait été votée en réalité par 2/3 de l'Assemblée nationale et qui consistait à dire quand un OQTF est très dangereux, on le maintient en rétention plus longtemps qu'un autre, le temps d'obtenir le fameux laissez-passer consulaire pour pouvoir l'expulser. C'était une loi de bon sens qui était parfaitement conforme au droit européen, à une directive européenne. Et pourtant, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Dont acte. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, le peuple français puisse dire « Eh bien, d'accord, il y a cette décision du Conseil constitutionnel, mais nous, on n'est pas d'accord. » Et donc, on prend une décision par un référendum pour pouvoir aller dans ce sens. C'est ça l'enjeu. Donc, si je résume mon propos, moi, j'appelle pas des manifs, de tout ça. Je suis un homme d'ordre, n'est-ce pas, hein, mais j'appelle à ce que vraiment, de manière sérieuse, on change les choses, parce qu'autrement on aura une révolte populaire. Et autrement, alors justement, pardon, François Gémen, juste une chose. Est-ce que vous qui suivez ces mouvements-là, est-ce que vous imaginez une duplication ici en France? Oui, ça fait partie de l'ordre des possibilités. On a aussi en France des leaders populistes et extrémistes qui pourraient certainement monter ce type de manifestation et à laquelle pourrait s'agréger un sentiment, effectivement, de ressentiment, de déclassement, etc. Cela étant dit, la situation en termes d'immigration n'est pas quand même tout à fait semblable entre le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni accueille davantage d'immigrés que la France, et même si c'est vrai que les flux ont augmenté, ce n'est pas dans la même proportion qu'au Royaume-Uni ou que dans d'autres pays européens. On peut parler de l'Espagne, on peut parler de la Grèce, et il faut rappeler qu'en France, l'essentiel des personnes qui arrivent, vous avez un tiers, ce sont des étudiants, un autre tiers, ce sont des gens qui viennent pour des raisons familiales, donc ils viennent rejoindre leur époux ou entre parents et enfants. Et puis vous avez 2 sixièmes, un sixième qui est consacré à l'immigration de travail. Et on a aujourd'hui des immigrés effectivement qui remplissent des métiers pour lesquels il n'y a pas suffisamment de Français qui postulent. Et un autre sixième qui concerne la protection humanitaire, donc l'asile, les gens qui viennent pour des raisons médicales. Donc vous dites que certains exagèrent l'ampleur ? Je ne dis pas que certains exagèrent l'ampleur, c'est juste les chiffres. Les chiffres sont ce qu'ils font. Alors, je pense que ce qui donne surtout, ce qui crée la préoccupation chez les Français, qui est une préoccupation réelle et qu'on aurait tort de nier ou d'ignorer, c'est le sentiment que les choses ne sont pas contrôlées, qu'il y a des gens qui sont dans des poches de pauvreté, qu'il y a des problèmes d'insécurité qui sont parfois liés à l'immigration. Ces problèmes, ils ne sont pas tellement liés au nombre de gens que nous accueillons, ils sont liés à la manière et aux conditions dans lesquelles on les accueille, c'est-à-dire au déficit de politique d'intégration. Mais alors, il y a quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que la France, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, a beaucoup trop tardé
deux pays, parce que c'est pas étranger, deux pays qui sont des anciens empires coloniaux. Et la plupart de ceux qu'on reçoit, notamment en France, et pareil pour la Grande-Bretagne, viennent des anciennes colonies françaises. Il y a un homme qui, il y a 30 ans, a écrit un livre qui décrit tout ce qui se passe aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Christophe Ruffin. Ça s'appelle L'Empire et les nouveaux barbares. Il a tout dit. Et personne ne sait enquis des moyens qu'il fallait mettre à disposition, parce qu'avec la poussée migratoire, avec le réchauffement climatique, avec les guerres, et Dieu sait si en Afrique aujourd'hui, puisqu'il s'agit beaucoup de l'Afrique pour la France, les guerres en Afrique sont en train de ravager notamment toute la bande sahélienne, on aurait dû, et ça je suis d'accord avec Guillaume, on aurait dû anticiper depuis bien longtemps. Mais il faut dire une chose, c'est qu'il y a une lâcheté qui a été terrible. Une lâcheté de la part du personnel politique en France qui a été terrible là-dessus. Et c'est un sujet qui n'a pas été traité, ou qui n'a été traité qu'à des visées électoralistes. Et c'est bien dommage, parce que c'est pas comme ça qu'il fallait aborder. Mais il y a un vrai impensé politique autour de la question de l'immigration. On ne s'est jamais vraiment demandé quelle politique d'immigration nous voulions. Et d'où cette idée, le problème des référendums, c'est que je trouve que c'est une question qui se prête assez mal à référendum. Et de ce quoi, vu l'impopularité du président, il suffirait d'une de l'immigration pour que les gens votent pour l'ouverture des frontières. Mais je pense que globalement, il y a un vrai sujet aussi pour le Parlement. Décider quelle politique d'immigration voulons-nous. Guillaume Larrivé. Sans le président actuel. Oui, mais deux remarques. Et ensuite Didier François. Deux remarques. 50 ans d'échec, ok, je l'explique dans mon livre. 50 ans de stop and go, d'aller-retour. Il y a parfois des gens très bien qui ont mis de la bonne volonté. Je pense à Charles Pasqua en son temps. Peut-être Nicolas Sarkozy au début de son passage à Beauvau. Il y a eu des tentatives, mais il y a aussi eu des allers-retours. Bref, globalement, 50 ans d'échec, les Français s'en rendent compte et nous le font payer. Deuxième remarque qui me paraît très importante. Ce sujet, il ne doit pas être laissé à ce que vous appelez, monsieur, les populistes ou les extrémistes. C'est pas ça. En réalité, c'est un sujet consensuel dans l'opinion publique. Vous avez 65%, 70% des gens qui ont envie, en réalité, qu'on reprenne le contrôle. Je vous donne un exemple de chiffre. Absolument. Sondage ELAB pour BFM TV. Guillaume Larrivé. Sondage ELAB pour BFM TV, c'était en janvier dernier, quand François Bayrou parlait de submersion migratoire, de sentiment de submersion migratoire dans la population. 67% des personnes interrogées étaient d'accord avec lui sur le terme de submersion migratoire. Et ensuite, dernière remarque, le référendum, il faut bien comprendre qu'en France, dans la Constitution française, un référendum, c'est pas êtes-vous pour ou contre l'immigration, c'est pas une question en l'air. Un référendum, c'est êtes-vous pour ou contre le texte de loi qu'on vous soumet. Et c'est dans ce texte de loi-là qu'on met des mesures concrètes. Moi, concrètement, si on était complètement aux manettes, si on avait l'Élysée, Matignon, l'Assemblée, voilà, peut-être après 2027, qui sait, autour de Bruno Retailleau, qui sait. Bon, si on avait vraiment les manettes, sérieusement, il faut mettre dans ce texte des choses très concrètes. Pas d'allocation familiale et pas de logement social avant 3 ou 4 séjours réguliers en France et de cotisation. François Gemel, vous disiez le problème c'est l'intégration. Ça veut dire que vous faites quoi de ces gens pendant 3 ans? Ça veut dire qu'ils sont pauvres, ça veut dire qu'ils sont à la rue et que potentiellement vous avez de la criminalité et de la sécurité. Eh bien ça veut dire, monsieur, que je fais une rupture par rapport à la situation actuelle qui vous satisfait peut-être mais qui ne me satisfait pas. Moi je ne souhaite pas qu'une personne étrangère à peine arrivée sur le sol national ait droit aux prestations sociales dans les mêmes conditions qu'un immigré qui a cotisé déjà depuis des années ou qu'un Français qui lui aussi cotise. C'est vrai, c'est une rupture. Deuxième rupture qui est fondamentale, c'est surtout toutes ces questions d'éloignement, d'expulsion des OQTF, où on a besoin, confère la décision du Conseil constitutionnel que j'évoquais, de modifier le cadre juridique pour pouvoir expulser plus facilement des ressortissants étrangers. Je pourrais multiplier les exemples très concrets. Il y a l'idée des plafonds. On a les choses concrètes avec vous. Didier François, vous voulez réagir? Voilà, on a Didier, vous avez un livre complet sur le bouquin. Indépendamment de réagir, on a toujours tendance aussi à s'auto-flageller. Alors c'est vrai qu'il y a des sujets réels, les OQTF qui ne sont pas expulsés alors qu'ils ont fait des crimes est absolument intolérable pour les gens. Néanmoins, je veux juste ramener sur 2 chiffres. La Grande-Bretagne, alors selon qu'on prenne les chiffres européens ou les chiffres de l'ONU, ils sont entre 27 et 31 demandes d'asile et réfugiés pour 1000 habitants. En France, on est entre 6 et 11. En Allemagne, on est entre 25 et 35. Donc il y a quand même des mesures qui ont été prises en France. C'est-à-dire que ça soit satisfaisant, que le sentiment soit changé, etc. Et que les choses ne soient totalement réglées, loin de là. Mais de dire que rien n'a été fait, je pense qu'en France, par rapport à d'autres pays européens,
ça prouve une prise de conscience avant et des mesures engagées qui ont commencé en amont des autres. L'air de rien. Alors ça ne veut pas dire que c'est réglé, mais il faut quand même de temps en temps aussi voir ce qui a été mais ça fait. nous amène aussi tout simplement parce que la France est moins attractive que l'Allemagne, que le Royaume-Uni pour les migrants. Il faut quand même dire aussi. C'est pas ça. La France est toujours attractive. Non, c'est pas ça ce qu'il faut dire. Attendez, alors là, je peux vous en parler longuement. Si vous venez avec moi à Dakar, à Abidjan, on en parle. La politique de l'Allemagne a complètement changé. La politique de l'Allemagne a complètement changé il y a 10 ans. Avec Angela Merkel, parce qu'elle n'était pas du tout celle-là avant. Hein. Attention. Et l'exploit des Allemands, d'une certaine façon, ça a été de réussir à faire ce qu'ils ont fait. Parce que finalement, 10 ans après... Bien sûr. C'est assez Mais je reviens à cette idée de référendum qui est portée, on le voit là, par Philippe de Villiers. C'est ce qu'il réclame donc dans une pétition. Il revendique ce soir plus d'1 million de signatures. Mais alors, il y a Raphaël Grabli, qui est journaliste éminent de cette chaîne, qui a découvert le poteau rose. Il a signé 7 fois cet après-midi. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est que il a signé la pétition 7 fois. Il faut la mettre en correspondance avec la fameuse pétition pour la loi Duplon, qu'on soit pour ou contre, c'est pas le système. C'est que cette pétition, elle a été envoyée sur un site privé où tout le monde peut aller signer. Il n'y a pas de vérification. Il n'y a aucune vérification et une même personne peut signer 1000 fois. Bon, quel que soit le chiffre, mais cette question de l'immigration, comme celle de la santé sur la Duplon, c'est une préoccupation majeure des gens. Évidemment, mais je reprends les termes de cette pétition. Il est écrit dans le texte de Philippe de Villiers, il parle d'urgence vitale, de questions centrales. Il explique qu'il y a un changement de peuplement en France, un changement d'art de vivre, un changement de civilisation. Si nous ne faisons rien, c'est la fin de la France. Ça, c'est ce que dit Philippe de Villiers dans ce texte pour soutenir cette pétition, signée par Laurent Wauquiez, le patron des députés des Républicains. Est-ce que ce tableau-là, Guillaume Larrivé, vous convient? Est-ce que vous employeriez les mêmes termes? Moi, j'emploie les termes que j'emploie dans mon livre, dans mes écrits depuis 15 ans. Enfin, voilà. Non, mais changement de peuplement, changement de civilisation, est-ce que vous êtes là-dedans aussi? Je trouve que Laurent Wauquiez est un peu dur contre le ministre de l'Intérieur, quand même. Monsieur, mais non, mais c'est amusant, mais chacun s'exprime avec ses mots. Ça peut être souligné. Attendez, je ne me sens pas obligé, je suis très à l'aise, je ne me sens pas obligé de devoir commenter le demi-mot de Philippe de Villiers, qui fait une opération de communication, une opération pleinement politique qui est tout à fait respectable. C'est son truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit opérationnel et utile. Vous savez, il y a 20 ans, quand j'étais un jeune fonctionnaire, j'étais directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Immigration. Donc en 2007, 2009, 2011, je sais ce qu'on a fait il y a 20 ans de manière opérationnelle. Je sais ce que fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Il change quasiment tous les jours. Je vois bien qu'il fait le maximum. Je vous ai dit qu'il baissait de 34% les régularisations. Je pourrais citer d'autres chiffres. Il a augmenté de 16% les éloignements forcés, de 15% les interpellations. Voilà, il essaie de manager les préfets. Enfin, on fait plein d'efforts pour essayer de répondre vraiment. Vous êtes venu aussi pour faire la com de Bruno Retailleau. Non, mais je suis venu aussi pour dire qu'on essaie de faire des choses. Mais c'est précisément parce que je suis 100% sincère que je sais aussi, monsieur, qu'on n'en fait pas assez. Voilà. Et que je voudrais qu'on en fasse beaucoup plus. Et pour ça, il faut ouvrir les fenêtres du paysage juridique, si j'ose dire. Il faut modifier la Constitution et il faut redonner effectivement au peuple français le droit de choisir par référendum. Parce que si un référendum sur cette question, je reviens là-dessus, est organisé, il faut bien comprendre, hein, on l'a vécu plusieurs fois dans notre histoire, que ça implique une loi référendaire, elle n'est pas soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Donc c'est une expression directe du peuple français. Et moi je pense que précisément pour éviter la révolte populaire, il faut prendre le peuple français au sérieux, voilà. Et le faire voter. Ce sont les citoyens qui doivent décider sur cette question. Vous ne prononcez pas le mot, mais ce que vous proposez aux Français ce soir, c'est ce que proposait tout bonnement le RN, à savoir la préférence nationale dans l'accès au logement social, dans l'accès aux allocations familiales. Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. Absolument pas. Vous n'avez pas été Alors attentif. qu'est-ce que c'est s'il n'y a pas de préférence nationale dans l'accès au logement social, au moins dans les 4 premières années de migration de quelqu'un? Madame, d'une part, j'ai pas peur des mots. Je suis habitué à ces faux procès. Lorsque le RN dit que l'eau bout à 100 degrés, il faudrait absolument dire le contraire parce que ça déplaît un petit milieu. Bon, mais en l'occurrence, je suis très à l'aise. Ce que je dis, j'ai pas fait un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller sur le programme de tel ou tel. Ce que je dis, je l'écris depuis 15 ou 20 ans. Yves Tréhard, qui me connaît bien, le sait. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est pas la préférence nationale. Ce que je dis, c'est quelque chose de bon sens. C'est que sur les logements sociaux, sur un certain nombre de prestations, il serait naturel
sur évidemment aussi les questions d'AME, etc., il serait naturel de resserrer un peu les vis. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut basculer dans un truc qui nous mettrait à des années-lumière de la République française. Je dis qu'il faut un peu de bon sens pour entendre ce que vivent les gens, ce que nous demandent les gens. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là, madame, ça a déjà été voté. Je vous rappelle que Renaissance, les Républicains, Horizon, en 2023-2024, dans ce qu'on appelait la loi Darmanin, avaient voté cette conditionnalité des allocations sociales à 3 ou 4 ans de séjour. C'est pas un pouvoir extrémiste qui l'avait fait, c'était le bloc central. Bon, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, qui a osé dire, pardon, que ça n'avait aucun rapport avec le sujet. J'ai encore une question, François Gémen. Quand on entend cette thématique-là, reprise notamment par le Rassemblement national, et expliqué, on avait Jean-Philippe Tanguy il y a quelques jours sur ce plateau, dire que par exemple, si le RN était au pouvoir, il pourrait faire économiser à la France des dizaines de milliards d'euros par an sur l'immigration. Il citait notamment les chiffres de 18 milliards d'euros par an en réformant justement notamment les aides sociales. Ça, pour le coup, j'en suis pas sûr. Voilà, est-ce que ça marche? Je pense que c'est un peu simplifié comme chiffre. Vous allez effectivement avoir un gain sur la question des aides sociales. Par contre, vous allez avoir un coût énorme en matière de désordre et d'insécurité. Et le problème, c'est que vous allez avoir une explosion de la pauvreté, de la précarité, du désordre, de l'insécurité. Et croyez-moi, ça coûte beaucoup plus cher. Non, ça coûte plus cher. Et une dernière question encore, pardon, Didier François. Est-ce que d'une certaine manière, parce qu'on voit qu'il y a ce mouvement en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, avec l'AfD, le parti d'extrême droite qui a beaucoup progressé, notamment en municipal, est-ce que d'une certaine manière, Trump permis d'ouvrir un peu quelque chose, d'ouvrir une brèche là-dedans et a permis de lancer un mouvement? C'est une bonne question avec ces expulsions massives. Absolument. C'est pas impossible que ça ait libéré un certain nombre de choses. Le mouvement a quand même commencé le mouvement sur l'immigration, il commence en Europe, dans toute l'Europe, commence en 2015 avec un pic où pour la première fois l'Europe a plus d'1 million de réfugiés qui arrivent et se retrouve là pour le coup face à un vrai problème de répartition. Et on voit bien que c'est pour ça que j'essaie de relativiser. Je dis pas que ça a été réglé, mais la France a vraiment freiné les cas de fer et on a récupéré beaucoup moins que les autres. Et après ça a recommencé à baisser. Aujourd'hui, on est grosso modo autour de 200 000 sur l'Europe. Ce qui est effectivement considéré on peut considérer en stock, en flux, etc. Donc les gens, mais on voit bien qu'on n'est plus du tout sur les mêmes volumes. Donc je pense que c'est pas que Trump. Ça a commencé avec 2015, avec les grandes guerres au Proche-Orient, en Afghanistan, etc., où on a vu cette arrivée massive en Europe de migrants. Arabe. Et des printemps arabes. Voilà. Dernier point, il y a quand même un sujet démographique aussi. Pour la première fois en France, vous avez désormais davantage de décès que de naissances. Or, on a un système de sécurité sociale qui est organisé sur un système de répartition. Ouais. Ça suppose qu'il y ait plus de gens qui cotisent que de gens qui en bénéficient. Et donc, soit il faut faire plus d'enfants, mais la natalité a tendance à décroître, soit il faut absolument augmenter le nombre de cotisants. Et donc, il va falloir se poser la question de quelle politique d'immigration on veut vraiment. Merci à tous les trois. Je redonne le titre de votre livre, Guillaume Larrivé, L'immigration, l'heure de la décision, aux éditions de l'Observatoire. Je précise que c'est immigration avec un S, parce qu'il y a plusieurs questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.